À la fin du siècle dernier en France, on entendait encore « il est majeur et vacciné ». Cette expression populaire, pour dire une certaine expérience de la vie, disparaît. Les vaccins sont désormais contestés. Pour en débattre, nous avons rencontré Philippe Sansonetti, professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France, dont le titre du récent livre « Vaccins, pourquoi ils sont indispensables » ne comporte pas de point d'interrogation. Et Martin Hirte, médecin et homéopathe, auteur de nombreuses publications qui remettent au contraire ceci en question. La Défiance a accueilli la décision du gouvernement français de rendre obligatoire pour 2018 11 vaccins sur les bébés jusqu'à leurs 18 mois. L'affaire couvre depuis des décennies. Les différentes approches de l'immunologie et le souci d'une santé plus individuelle se mêlent dans une critique revendiquée. Aux inconvénients parfois lourds des vaccins s'ajoute l'oubli des épidémies meurtrières d'avant leur usage. Si la variole est éradiquée, toutes les autres maladies infectieuses ne sont qu'éliminées, semblant avoir disparu, jusqu'à ce qu'elles réapparaissent. Ainsi, depuis quelques années, la rougeole est revenue en Europe et ses complications ont causé des décès. Soyons attentifs aux arguments et expériences de chacun des deux intervenants. C'est vital. Dans une période où les maladies infectieuses étaient extrêmement lourdes, l'équation elle était évidente et tout le monde était favorable à cette vaccination et à son universalisation en fait. Dans les périodes d'aujourd'hui où les maladies grâce aux vaccins ont été éliminées, au fond ce qu'on pèse c'est la bonne santé versus le risque éventuel d'un vaccin qui encore une fois est très limité mais prend de l'ampleur et bien entendu amplifié par disons, les militants de l'anti-vaccination pour essayer, au fond, de déconsidérer la vaccination, alors que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on compare les risques éventuels de la vaccination à ce qu'étaient les maladies infectieuses du temps où elles existaient avant leur élimination. Dieses Ablehnen von allen Impfungen ist für mich eine genauso fundamentalistische Haltung wie. À mon avis, le refus de toute vaccination est une attitude aussi fondamentaliste que l'approbation inconditionnelle de tous les vaccins conseillés. La vaccination, c'est un sujet où il faut peser le pour et le contre, où il faut s'informer et informer les autres. Un médecin n'a jamais fini de s'informer sur ce sujet. Il faut trouver sa propre position sur chaque vaccin et en rapport à chaque enfant individuellement. La vaccination, la décision de vacciner, c'est quelque chose d'individuel. Beaucoup de personnes considèrent la vaccination comme un problème individuel. C'est-à-dire, c'est ma liberté de me vacciner ou de ne pas me vacciner. Alors, pour la grippe, on peut discuter parce que c'est des adultes, mais pour les maladies de l'enfance, c'est des parents qui prennent la responsabilité de ne pas vacciner leurs enfants. Donc, il y a déjà là une décision qui, éthiquement, peut se discuter. Le problème, il est aussi collectif. C'est ça qu'on oublie. C'est qu'en ayant une couverture vaccinale très large, non seulement on se protège individuellement, mais on protège les autres. Beaucoup de gens utilisent l'argument de la protection collective, même certains acteurs du domaine médico-éthique. On dit que c'est une obligation de participer à des programmes de vaccination pour protéger la collectivité. Mais quand on regarde individuellement les vaccins conseillés actuellement, on voit que cet argument n'est valable que pour une petite part d'entre eux. Alors on peut dire la rougeole, c'est une maladie infectieuse, il faut que l'enfant fasse son expérience. C'est faux, la rougeole, ça peut être une maladie grave. Moi, j'ai vu les rougeoles hospitalisés dans les années 70. C'était des enfants qui avaient des infections respiratoires graves, des bronchoalvéolites, des laryngites, qui pouvaient en décéder, ou en tout cas qui nécessitaient des hospitalisations prolongées avec des traitements antibiotiques, des encéphalites aigus, avoir un enfant qui reste une semaine comateux, incapable de reconnaître ses parents. Moi je veux bien qu'il faille faire l'expérience des maladies infectieuses, mais c'est quand même beaucoup demandé à l'enfant et à ses parents. Donc quand on a connu ça, on n'a pas envie que ça recommence. J'ai vu et traité beaucoup de cas de rougeole. J'exerce depuis 1994. Je n'ai jamais vu de complications. Pour la rougeole, il est important qu'on laisse les enfants avoir de la fièvre, qu'on ne la fasse pas baisser. Il existe des études qui montrent que le taux de complications se démultiplie quand on soulage la fièvre.
Pour la rougeole, on peut argumenter contre la protection collective. Parce que quand 95% des enfants sont vaccinés contre la rougeole, la maladie devient si rare qu'elle peut être considérée comme pratiquement disparue. Avec la plupart des vaccinations, cela ne fonctionne pas. Quand on regarde la vaccination contre la coqueluche, elle est conseillée depuis plus de 25 ans, et cette maladie est aujourd'hui aussi fréquente qu'il y a 50 ans, tout simplement parce que le vaccin ne fonctionne pas comme il le devrait. La protection collective n'est donc pas un argument. Pourquoi l'obligation? Parce que les choses avaient l'air de se dégrader relativement rapidement et qu'il fallait prendre des mesures. L'objectif tel qu'il a été établi par la concertation citoyenne qui a été menée en 2016 sur la vaccination était de rétablir l'obligation vaccinale pour ces 11 vaccins qui, encore une fois, n'est pas une nouveauté. Hein. C'est les 11 vaccins qui étaient à la fois obligatoires ou recommandés. Donc cette obligation vaccinale, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait qu'il faudrait essayer le plus rapidement possible de rattraper cette couverture vaccinale de manière à éviter le retour de la rougeole, de la coqueluche, éventuellement d'autres maladies. L'argument de la protection collective afin d'instaurer une obligation de vaccination contre 11 maladies est complètement absurde. Moi, je m'oppose catégoriquement à une obligation de vacciner. Ce n'est pas à l'honneur d'un pays démocratique d'instaurer une obligation de ce type. Et d'ailleurs, en Allemagne, ce serait contraire à la Constitution, au droit à l'intégrité personnelle. La France aussi a signé la charte de l'UNESCO pour la bioéthique, qui stipule que les mesures médicales préventives, même de dépistage, ne peuvent pas être effectuées sans l'accord des personnes concernées. Il faut informer les gens. On ne peut pas mettre en place des obligations contre leur volonté. En Afrique, on a conçu l'inoculation il y a plusieurs siècles. C'était une immunisation très risquée de la maladie. Les Indiens et les Chinois semblaient connaître la variolisation avant le XIe siècle, mais c'est au XVIe que des textes en attestent. Cette pratique suivit ensuite la route de la soie et s'importa en Occident depuis Constantinople. Voltaire en parle, Napoléon la fit exercer sur l'aiglon. Déjà, il y avait débat. Après l'anglais Jenner, le français Pasteur trouve le principe de la vaccination d'après les travaux de l'allemand Koch qui avait mis en lien maladie et microbes. Dès lors, il s'agit d'introduire la production d'anticorps vis-à-vis d'éléments pathogènes identifiés. Les vaccins ont depuis sauvé des dizaines de millions de vies à travers le monde. Pourtant, ils sont aujourd'hui très discutés. Parfois pour des raisons religieuses, ils le sont surtout à cause d'un changement de mentalité. Autrefois, on devait lutter contre le fléau des épidémies. Aujourd'hui, on combat les allergies, les adjuvants, les effets secondaires. Bref, leurs attaques contre la santé. L'Agence européenne des médicaments est financée à 75% ou plus par l'industrie pharmaceutique. Et il y a des lobbyistes dans les commissions pour les vaccinations. Dès lors que l'État se place du côté de l'industrie sans regarder en détail quel vaccin a vraiment du sens, sans se demander par quels moyens on peut inciter les gens à réfléchir à une vaccination, sans donner des informations sur la gravité des maladies et peut-être aussi sur les effets secondaires des vaccins, il devient son complice et ne prête plus attention à ses citoyens. Les citoyens deviennent pour ainsi dire les victimes de la politisation d'une mesure médicale préventive. C'est la marche vers une démocratie conforme au marché, comme le dit Madame Merkel, vers un État néolibéral, totalitaire ou presque. Votre enfant fait la rougeole, est hospitalisé en unité de soins intensifs, une semaine, 10 jours, unité de soins intensifs, sans même parler en plus des médicaments. Enfin, les choses de base, on est aux alentours de 2500 € par jour. Les séquelles éventuelles, malheureusement, ça existe. Les heures de travail perdues pour les parents. On considère qu'en règle générale, la vaccination diminue par un facteur 20 le coût qu'aurait été celui d'une maladie. Donc le vaccin reste même aujourd'hui ce qu'on appelle l'intervention qui a le meilleur rapport coût-efficacité en matière de santé publique. Et nous n'avons pas parlé des pays pauvres, où là aussi le problème est terrible. Au fond, il est ce qu'était la situation sanitaire chez nous, probablement au XIXe siècle, et les maladies infectieuses
pèse sur le développement. Es gibt ja Kosten-Nutzen-Rechnungen. Il y a des analyses coûts-bénéfices qui ont démontré l'absurdité des vaccinations. La varicelle et le rotavirus en sont deux bons exemples. Parce qu'en fin de compte, les vaccins sont beaucoup plus chers que les coûts des traitements médicaux de ces maladies. Et de toute façon, pour ces calculs, on ne prend jamais en compte les possibles effets secondaires, qui coûtent aussi de l'argent. Par contre, on compte toujours les jours où les parents doivent garder leurs enfants. C'est une question grandissante. On introduit de plus en plus de vaccins, non pas pour sauver des vies, comme en était l'idée initiale, ou pour prévenir des complications et des séquelles permanentes, mais pour éviter qu'un enfant reste à la maison pendant quelques jours et qu'il soit tout simplement malade. Quand on en arrive là, il faut se demander quels peuvent bien être les motifs pour introduire une obligation de vaccination avec des maladies aussi inoffensives que la varicelle, dont le vaccin est devenu obligatoire en Italie, alors qu'il n'y a ni de mortalité importante, ni de taux de complications qui joueraient un rôle. Dans un cas comme ça, l'État peut être suspecté de faire de la politique en faveur des grands groupes et d'imposer sur le marché ces vaccins très coûteux. La varicelle, le rotavirus sont des vaccins très coûteux. On parle de 2 milliards d'individus sur la planète qui vivent avec moins de $2 par jour. Avec comment vous payez des traitements antibiotiques et des hospitalisations quand vous avez $2 par jour. Et là, le vaccin a toute sa force, parce qu'il va éviter à ces enfants les méningites, les rougeoles. Les rougeoles, il y a encore 15 ou 20 ans, quand la vaccination contre la rougeole n'avait pas été universalisée par ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination dans les pays à bas revenus, elle tuait chaque année environ 1 million d'enfants. Actuellement, en France, il n'y a pas de vaccin contre le rotavirus. En Allemagne, on continue de le faire, bien qu'il y ait eu près de 200 enfants souffrant d'une invagination après avoir été vaccinés contre le rotavirus. Ça peut présenter un risque mortel. Certains de ces enfants doivent être opérés. En Allemagne, on a déjà opéré 20 ou 30 enfants à cause d'un tel phénomène. En France, il y a eu 2 morts, et ensuite le vaccin a été retiré du calendrier des vaccinations. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible dont 5 à 10% atteint les muscles respiratoires et entraîne la mort. Dans le monde, le nombre des cas est passé de 350 000 en 1988 à 37 cas notifiés en 2016. En Europe, la maladie est éliminée depuis 2002. La diphtérie peut entraîner la mort par suffocation. Seuls des cas importés ont été signalés en France et en Allemagne depuis 2002. La chute de l'URSS a entraîné une augmentation massive de la maladie dans les États du bloc de l'Est dans les années 90, avec jusqu'à 50 000 cas par an. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la diphtérie se propagerait rapidement en ce moment chez les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Plus de 110 cas sont suspects. Il y a déjà eu 6 décès. Plusieurs études démontrent que la vaccination précoce est problématique. C'est une chose qu'il faudrait dire aux parents. Et dans ce cas, certains décideraient peut-être de vacciner plus tard. Un exemple. Tous les vaccins que les bébés reçoivent au cours de la première année contiennent de l'aluminium, sauf celui contre le rotavirus. Autrefois, on pensait que l'aluminium n'avait pas de fonction biologique. On pensait qu'il augmentait seulement l'effet du vaccin. En fait, il provoque une inflammation artificielle afin que le système immunitaire réagisse à ce que l'on administre. La médecine, la science, pour l'instant, elles disent que les sels d'aluminium ne présentent pas de risque. Et ça a été confirmé par toutes les académies de médecine et de sciences de la planète et par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord ? L'aluminium a des effets sur le système nerveux. Nous savons cela grâce à la néonatologie. Si on n'élimine pas entièrement les sels d'aluminium des perfusions, le développement des enfants est ralenti. Et ce qu'on élimine pour éviter ce ralentissement correspond à une fraction de ce qu'on injecte aux enfants avec les vaccins. Les interventions vaccinales auxquelles les prématurés sont soumis peu après leur naissance vont totalement à l'encontre de ce que l'on sait sur l'aluminium, qui ralentit le développement neurologique. On en a besoin de ces adjuvants. Ils sont indispensables, en particulier, au fond, toute la progression du développement vaccinal vers des vaccins comportant de moins en moins de
ce qu'on appelle des antigènes, c'est-à-dire de moins en moins de composants vaccinaux, de manière à améliorer leur tolérance, de manière à améliorer la reconnaissance et la mémoire du système immunitaire, nécessite d'avoir ces adjuvants. Pour certains d'entre eux, hein, tous les vaccins ne nécessitent pas des adjuvants. L'aluminium déstabilise le système immunitaire. On l'utilise parce qu'il est censé stimuler la formation d'anticorps chez les enfants de moins d'1 an, même si au fond ce n'est pas ce qui est prévu. La formation de ces anticorps a pour conséquence que les défenses cellulaires sont diminuées, alors que l'enfant en a besoin. Nous savons que dans les conditions d'un pays en voie de développement comme le Burkina Faso, les enfants en dessous d'1 an meurent 2 fois plus souvent de maladies infectieuses. Quand ils ont été vaccinés selon le plan établi, ils meurent de la malaria, de maladies diarrhéiques ou de pneumonie simplement parce que leur système immunitaire ne fonctionne pas comme il devrait. Moi, je travaille en Afrique, je vois ce que sont encore les dégâts des maladies infectieuses sur les enfants. On travaille sur les maladies entériques, les infections de l'intestin. On voit bien ce que ça cause encore comme retard de croissance chez les enfants, comme retard d'acquisition scolaire. Tout ça, c'est des réalités que, je pense, les tenants de l'antivaccination ignorent, soit parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ces situations, soit parce que délibérément ils veulent l'ignorer. Dans mon cabinet, je m'occupe d'une centaine d'enfants non vaccinés. Ce n'est pas ce que je conseille, mais ils viennent chez moi parce que je n'exerce pas cette pression. Et ce que j'observe, c'est que ces enfants sont très rarement malades, surtout au cours de la première année. Mais même après, je les vois presque uniquement lors des contrôles obligatoires. Il faudrait faire des recherches plus poussées là-dessus, et peut-être proposer des compromis aux parents. On peut essayer de reporter les vaccinations, de les faire moins tôt, un peu plus tard. Ou peut-être même, comme le décident certains parents, seulement lorsque l'enfant a 1 an. Les risques liés au fait de repousser sont minimes. Mais les enfants, par exemple, sont plus solides quand on ne les vaccine qu'à 1 an. Le moment de la vaccination n'a rien de définitif à mes yeux. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de causalité, et il ne faudrait surtout pas qu'on rentre dans ce cercle vicieux. J'entends prononcer des choses maintenant, comme la mort subite du nourrisson. Je veux dire, on lance comme ça des hypothèses, des effets d'annonce qui sèment le doute dans l'esprit des parents et qui font que la couverture vaccinale tend à diminuer, en tout cas pour les vaccins recommandés, et mettre nos enfants à risque de retrouver ce monde merveilleux des maladies infectieuses. Merci. Plötzlich hat Kind tot nach